C'est parti. Salut YouTube. Partie 3, on revient sur les niveaux de technologie. Alors voilà, du coup, là, j'ai présenté trois technologies euh, qui ont été développées pour extraire l'oxygène. Il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les présenter aujourd'hui, mais elles sont du coup toutes en anglais, je suis désolé, mais elles sont toutes en bas ici, avec les deux dernières qui sont pour Mars, pour réduire l'oxygène, l'atmosphère CO2 en, en oxygène. Et on peut voir du coup que donc, j'ai commencé cette échelle en 1970 et on peut voir que tout a évolué très très lentement Hmm. et il y a même et du coup tout est à low TRL, donc le niveau de maturité technologique est toujours, on va dire, en dessous de 4 pour la plupart et, euh, et ça veut dire qu'on est toujours, on va dire, à l'aspect labo, donc on n'a pas de démonstrateur qui nous donne on va dire, suffisamment de confiance pour dire ok, on a juste à l'envoyer sur la Lune et puis et ça marchera. Donc Donc on parle de entre 7 et 9, c'est les TRL enfin c'est les niveaux de technologie qui sont du coup envoyés dans l'espace, testés vraiment sur place, quoi. C'est ça? c'est ça. Donc au final, on va dire de manière un peu simplifiée, quand ta technologie qui a jamais volé, elle est dans la fusée prête à décoller, elle est entre 6 et 7 et une fois qu'elle a atterri et qu'elle marche, elle est à 9. D'accord. Ok. Et aussi, je sais pas si c'est peut-être, je connais pas exactement les détails de toutes les échelles, de tous les niveaux, mais si elle a marché partiellement, tu restes peut-être à 8, mais Hmm. voilà, l'idée c'est ça. 1 à 3 c'est une idée, c'est un concept. 4 à 6 tu commences déjà à faire quelque chose de solide. Ouais. Euh, et du coup, là, on voit que on arrive, on va dire, fini les idées dans beaucoup, et maintenant on doit arriver où on doit construire du matériel et avoir des structures un peu, on va dire, plus ambitieuses que les structures du laboratoire. Et c'est là du coup que ça freine un peu parce que tu ne peux pas développer toutes les technologies jusqu'au TRL 4-6 ou 4-5-6. Ce serait juste pas utile et trop cher parce que tu veux Hmm. juste développer les technologies que tu vas utiliser plus tard sur la Lune. Ouais, bien sûr. Euh, Bon, et la technologie que toi enfin que vous avez développée, elle est représentée où dans ce tableau? Du coup, ouais, je vais pas donner le nom du procédé, donc c'est le procédé qu'on appelle FFC Cambridge. Donc FFC, c'est l'un des créateurs de ce procédé qui D'accord. était à l'université de Cambridge. Euh, et du coup, donc, le procédé que je viens de présenter et que je fais à l'ESA, c'est le FFC Cambridge Process, qui, j'estime, est à TRL 3. Et, euh, TRL et 4, il faudrait que vous passiez en conditions réelles, donc tu as dit en sous vide par donc, exemple? non, sous vide, ce serait plutôt 5. 4, ce serait plutôt, on va dire, se rapprocher de quelque chose qui ressemble moins à un truc labo, mais plus à quelque chose, un peu comme les démonstrateurs que j'ai montrés sur le terrain pour l'hydrogène et le carbothermal. Les choses que tu envoies sur le terrain et qui marchent sous air, mais dans un, Hmm. De dans- façon autonome, avec un petit... enfin, c'est ça, avec voilà. un petit rover qui va peut-être apporter l'argolite et tout qui est procédé, Ouais, ok. sans opération manuelle, ou si opération manuelle, il faut que ce soit vraiment une sorte de, je sais pas, peut-être penser déjà comment l'astronaute va opérer, alors Hmm. que pour l'instant, on est quand même, la technologie a avancé, mais d'un point de vue laboratoire. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a le geek qui nous fait justement remarquer que le premier, Hydrogen Reduction, il a réduit. ouais, parce qu'au au final, euh, enfin, au début, c'était que américain. Et du coup, j'ai mis jusqu'à 2012, euh, parce qu'au final, ensuite, ils ont abandonné. Et nous, à l'ESA, on a recommencé à faire un démonstrateur de réduction d'hydrogène. Et du coup, j'ai estimé qu'on avait repris un niveau qui n'était pas le même que là où les Américains avaient D'accord. terminé, parce qu'on n'avait pas l'expertise, parce qu'on reprend un projet qui avait commencé 5 ans, 6 ans après. Du coup, c'est pour ça que enfin, j'ai fait l'échelle du coup, on avait réduit le TRL euh, parce Et- que les Américains, eux, ils ne l'utilisent plus et il D'accord. a la casse, leur démonstrateur. Donc, du coup, c'est quelque chose de nouveau au final. Et à l'ESA, vous étudiez en ce moment les procédés que tu as notés dans le tableau? Non, donc du coup, on a commencé, donc au début des quelques années, ils ont commencé à étudier l'hydrogène et carbothermal. Et ensuite, on a poussé les efforts plus pour tout mettre sur le FFC. Euh, celui d'après, le Molten Electrolysis, c'est un procédé que les Américains aiment beaucoup. C'est
fait l'électrolyse comme nous, mais pas dans du sel, mais dans ta régolithe fondue directement. Donc dans ta lave, tu fais de l'électrolyse. Par contre, tu n'es plus à 1000 degrés, tu es à plutôt 3000 degrés. Donc, Ah point ouais, de c'est vue, pas pareil, hein. c'est pas pareil. Et puis au niveau des matériaux pour utiliser pour les électrodes, etc., c'est un autre niveau encore de recherche pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut tenir à cette température longtemps. Bien sûr. Euh, la fluorine, c'est un autre procédé avec un autre gaz qui est beaucoup plus réactif, mais qui est très dur à recycler. Donc on peut réduire toute la régolithe, mais derrière, tu as, obligé de faire l'électrolyse. Enfin, tu as tellement d'étapes, parce que tu es obligé d'utiliser ramener du potassium, etc. C'est très complexe comme procédé. Et au final, pour avoir un rendement de 100% à chaque étape, c'est quasiment impossible, quoi. Donc Hmm. c'est très cette technique a été un peu abandonnée parce qu'elle est juste trop compliquée. Et elle revient de temps en temps, mais pour l'instant, il n'y a plus de démonstration, de démonstrateurs qui existent. Et là, Ionic. ouais, vas-y, continue. Non, je finis juste. Donc les liquides ioniques, c'est euh, faire l'électrolyse à température ambiante dans un liquide ionique. Je ne sais pas du tout mon expertise, mais en fait l'idée c'est que tu as un liquide qui te permet de réduire que certains minéraux ou que certains, même parties de minéraux. Donc, en gros, tu devrais tremper ta régolithe et les faire l'électrolyse dans différents bains pour réduire ta régolithe. C'est assez nouveau. Il y a un groupe en Allemagne qui travaille dessus. Euh, à voir les résultats, ça peut être Hmm. prometteur. On va voir. On voit que ça débute, hein, ça a commencé juste avant 2010. C'est ça. Euh, le vacuum pyrolysis, alors là, en gros, tu concentres ton énergie solaire et là, tu vaporises ta régolithe, tu en fais du gaz. Ok. Et donc là, on part sur des températures encore euh, folles. Et, euh, l'idée, c'est qu'une fois que ta régolithe est à l'état de gaz, tu essayes de séparer l'oxygène. Et Ah ouais, mais du coup, il faut contrôler que le gaz s'échappe pas. donc, il faut contrôler que ça réoxyde pas là où ça refroidit. Il faut contrôler que tu retires que ton oxygène. C'est Et puis pendant ce temps-là, bah, tu es quand même à un endroit où, enfin, où à côté, tu as, un bain de régolithe à, je sais pas, 10 000 degrés. Ouais. C'est c'est assez, Bon. c'est très complexe. Et Et ouais, ça, pareil, c'est Star Wars un petit peu quand même, hein. Quand on commence à parler de ouais. 10 000 degrés, ingénieur thermique, il grince des dents, hein. Mais du coup, voilà, donc euh, c'est ça l'idée. Et c'est ça, pareil, ça revient de temps en temps. Donc il y a eu une petite étude qui a été refaite dans les années 2000. Et puis après, bah, il y a bien plus de budget ou bien ils se rendent compte que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hmm. Et les études s'arrêtent. Mais c'est dommage des fois, mais enfin, c'est partout pareil, c'est pas que en ISRU, hein, c'est sur toute la recherche, tu peux pas toujours tout pousser. Et là, on voit qu'après, on arrive sur Mars et il y a quelque chose qui est au TRL 6. Donc c'est Moxie qui sera bientôt au TRL 9 s'il Ah. décolle, enfin au moins 7 s'il décolle Non, mais le alors mois ça, c'est prochain. super. Alors, ça, par contre, tout le monde n'est pas au courant de ça. Mais vous êtes toutes et tous au courant sur le chat que en juillet, ça a été reporté au 30 juillet d'ailleurs. Mais la Ouais, NASA lance un nouveau rover vers Mars. Donc déjà, il y a 3 sondes qui vont aller vers Mars. Il y a une sonde des Émirats, une sonde chinoise et une sonde américaine. Donc le rover Perseverance ou Mars 2020, qui est sur le même design que Curiosity, et à son bord, du coup, moi j'ai appris ça que très récemment et j'étais en mode, mais c'est trop bien. Il y a justement un instrument qui s'appelle Moxie pour tester exactement ce dont on vient de parler. Production. Donc Moxie, c'est électrolyse de l'eau, production d'oxygène. Qu'est-ce que c'est? donc du coup, c'est l'électrolyse directement euh, du gaz CO2 de l'atmosphère. Donc il n'y a pas d'eau de formée. D'accord. Donc j'ai pas mis le système, parce que c'était peut-être un peu pas très visuel, on va dire, mais tu as une membrane et en fait tu fais passer ton gaz sur cette membrane et en appliquant un courant, tu vas pouvoir réduire ton gaz et extraire une partie de l'oxygène. Et, euh, Et donc, qu'est-ce que et tu fais de l'atome de carbone? Tu le. du coup, en fait, tu as, toujours du CO qui part. Donc, je crois que tu prends qu'un oxygène. Il me semble que tu as du monoxyde de carbone. Donc, tu as toujours du gaz Hmm. qui s'échappe. Ok. Euh, et Et ouais. ils veulent fabriquer du dioxygène, du coup, avec 2 oxygènes, les oxygènes s'assemblent ou ils font de Forme l'oxygène de atomique? dioxygène, ouais, tu ne peux pas garder.
peux pas garder ton oxygène tout seul. Ouais. Il va se réassocier tout de suite avec un autre oxygène qui D'accord. sera dans le coup. Ok. Donc, Ah, c'est super, hein. C'est ça, si ça marche, c'est top. Mais alors, du coup, c'est que pour. Enfin, est-ce que c'est que pour Mars? Est-ce qu'on c'est pourrait que pour trouver. Mars, parce que même sur, euh, même sur Terre, enfin, ou sur Terre, sur la Lune, dans ton habitat, avec le CO2 des astronautes, mais Ouais. non, ça, c'est trop. Ce serait pas intéressant. Il y a d'autres moyens de recycler ça. Enfin, Hmm. non, Moxie, c'est vraiment que pour Mars. Ok. Euh, ou pour une autre planète si on découvre qu'il y a du CO2 dessus. Hmm. Mais pour l'instant, ouais. Mais par contre, ce serait quand même la première démonstration d'Isru, à ma connaissance, pour de vrai, quoi. Enfin, Ouais, pas avec du clairement. ciment, pas, enfin, là, du coup, avec l'atmosphère. Donc, euh, donc et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, on voit que quand on commence à lancer quelque chose, bah, ça permet de relancer la recherche dans d'autres sujets. Donc, il y a une deuxième technique qui est un peu différente, où on utilise une sorte de plasma pour extraire, pareil, l'oxygène du, du monoxyde du dioxyde de carbone. Et c'était pareil, c'était utilisé dans les années 90. Et là, ça repart un petit peu, dans le sens où les gens pensent qu'ils peuvent faire mieux que Moxie. Et du coup, ça relance un peu une compétition entre les procédés qui est toujours un peu saine, dans le sens où bah, ça permet de pousser la recherche dans différentes directions. Et potentiellement, après d'avoir encore un meilleur procédé, on va apprendre des tas de choses avec Moxie. Et c'est sûr que ça va booster tout ce qui est technologie pour réduire le sol, pas le sol, l'atmosphère, Mais l'atmosphère martienne. tu Donc, penses que ça va booster aussi les technologies d'ISRU lunaire? bah, peut-être certaines comme le FSC, parce que le FSC au final il réduit tout. Il n'est pas lié vraiment au sol lunaire. C'est pour ça qu'on l'utilise sur Terre. Et aussi, potentiellement, le sol martien, tu peux réduire avec le FSC. Comme il y a beaucoup d'oxyde de fer, tu peux le réduire avec d'autres technologies, comme la Hmm. technologie d'hydrogène. Ça peut très bien marcher sur Mars aussi. Euh, mais le sol martien est un peu différent, mais en principe, tu peux quand même utiliser des technologies similaires. C'est juste que, est-ce que ces technologies sont toujours compétitives avec l'oxygène que tu peux prendre de l'atmosphère? Ça, je sais Ah oui. pas. Sur Mars, tu as du CO2 dans l'atmosphère, du coup, tu as ton atome, enfin, tes atomes d'oxygène dans l'atmosphère, c'est plus facile en théorie. C'est plus facile. Je pense que tu peux aussi l'avoir à plus basse température. Moxie, je sais pas à quelle température il tourne, mais Hmm. pas, je pense pas que ce soit à plus de 1000 degrés, ou même, je pense que c'est beaucoup moins. Et, euh, et du coup, c'est quand même beaucoup d'avantages. Mais de toute façon, enfin, la Lune en soi, c'est quand même toujours plus compliqué que ce que tu peux faire sur Mars. Hmm. C'est juste plus près, donc c'est normal que ce soit la première étape. Ouais, bien sûr. Et Voilà. le sol martien, il est quand même constitué beaucoup d'oxygène? Du coup, oui, alors j'ai pas la proportion en tête, mais euh, au moins 30% sûr. Et, euh, et sûrement plus. J'ai pas les chiffres en tête. Hmm. Mais s'il y a plus de fer, après, c'est souvent tous les sols, on va dire, des planétaires, c'est jamais des boules de métal pures. C'est Bien toujours sûr. ou bien c'est de la glace, ou bien ou bien c'est des minéraux. Hmm. Et dans ce cas, c'est un matériau qui sera des métaux liés à de l'oxygène. Et ça, on peut le réduire. On peut extraire l'oxygène. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, ça ouvre le système solaire, tu vois. Parce que là, on parle de la Lune, on peut aller vers Mars, on pourrait pourquoi pas aller sur les mondes glacés, Europe, Encelade, des choses comme Titan. On va avoir des données de Ganymède un peu, tu vois, des choses. Enfin, je sais pas, moi je vois vraiment d'ici quelques centaines d'années un truc développé de dingue dans le système solaire, quoi. Bah, Vénus, c'est vrai qu'on oublie tout le temps Vénus, mais bien sûr, Vénus. Vénus, ouais, pas facile. Vénus. Mais d'ailleurs, dans les premières études d'ISRU, avant Apollo, bah, en fait, les gens pensaient à la Lune, Mars et aussi Vénus. Hein. Ça faisait partie des candidats pour. C'est vrai que j'y pense plus Ouais. du tout, hein. Vénus, c'est vraiment la planète oubliée. Bah, en même temps, il fait tellement chaud, c'est la planète la plus chaude du système solaire. C'est d'autres problèmes. Hmm. Je sais pas s'il fait plus chaud que sur Mercure. Si, si, parce sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. Il Et y a du un effet de coup, serre de dingue sur Vénus. exactement. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, bah, on va continuer. Je sais plus ce que j'ai après. Je crois que Ah, c'est. Ah bah oui. Là, c'est le lien avec la semaine dernière. Si vous étiez c'est le là lien avec la la semaine semaine dernière. dernière, vous savez déjà tout normalement. Parce que là, depuis tout à l'heure, on dit que c'est plus facile d'avoir l'eau. Euh, mais l'eau, euh, d'abord, il faut être sûr qu'elle soit là, ou
comprendre sous quelle forme elle est, les quantités. Pour ça, on a une mission qui va être lancée en 2024-2025, qui s'appelle donc un charge utile qui s'appelle Prospect, qui sera en partie du lander russe Luna 27. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, on amène une foreuse proche du pôle lunaire. Ce ne sera pas dans les pôles exactement, mais proche, enfin pas dans un cratère, mais à côté. Et on va forer jusqu'à 1 mètre, je crois. Et on va pouvoir potentiellement trouver de l'eau ou de la glace. Et on va mieux la comprendre, du moins. Et l'idée, c'est qu'après, peut-être cette charge, on peut la mettre sur d'autres atterrisseurs et essayer de mapper comme ça un peu les pôles, comprendre un peu comment l'eau est dispatchée au pôle. Ok. Donc Bérangère a déjà présenté tout ça. Euh, je peux représenter encore partiellement. Allez Peut-être voir la vidéo YouTube si jamais vous exactement. avez loupé des trucs. Mais oui, on va refaire un petit topo quand même. C'est intéressant de Voilà. Mais je ne vais pas m'étendre de trop parce que Bérangère a tout expliqué déjà très bien la semaine dernière. Et, donc l'idée, c'est qu'on a l'instrument qu'on appelle ProSeed, qui est en fait une foreuse qui va juste en fait percer droit dans la régolithe. Et au bout de la perceuse, il y a marqué un push tube. Donc c'est un petit tube qui va juste, qui fait, je sais pas, quelques millimètres ou ouais, quelques millimètres d'ouverture, qui va juste se pousser dans la régolithe pour récupérer un petit échantillon. Et l'autre échantillon, ce sera la régolithe qui sera je sais pas comment ça s'appelle, la partie forêt dans la partie hélicoïdale du forêt. Hmm. Et en fait, donc la partie hélicoïdale, donc l'échantillon qui sera coincé dans la partie hélicoïdale quand le drill va se retirer, ce sera l'échantillon qui sera enlevé avec des petites brosses, je crois, pour aller à l'instrument russe. Et ce qu'il y a dans le push tube, c'est ce qui va aller dans l'instrument européen, en PROSPA. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est un carrousel avec plein de petits fours. Il y en a je sais pas combien, une vingtaine, je crois. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'échantillon du push tube va aller juste dans un petit four. Ensuite, ça va être fermé à une des stations. Donc le carrousel tourne évidemment. Et ce sera chauffé à 1000 degrés. Et les volatiles, donc c'est l'eau, mais c'est pas que l'eau, il y a d'autres volatiles. Ce qu'on appelle les volatiles, c'est tout ce qui a été, c'est-à-dire tous les matériaux qui ont été, on va dire, implantés par les vents solaires, par les météorites, qui ont tendance à se volatiliser dès qu'ils sont chauffés à faible température. Donc au-dessus de 100 degrés, ils vont déjà tous se vaporiser. Mais certains restent quand même bien imprégnés dans la régolithe, ce qui fait qu'on va les chauffer jusqu'à plus de 1000 degrés. Et, euh, et on va pouvoir extraire du coup comme ça On le va volatile analyser. dans la régolithe. On va analyser les spectres du coup. Voilà, donc en fait le gaz après, ça va aller dans cet instrument qui est un spectromètre de masse. Donc ce qu'on va faire avec le gaz, c'est qu'on va le ioniser. Donc on va le rendre à l'état d'ion, ce qui fait qu'ils vont avoir des charges différentes. Et avec le spectromètre de masse, c'est qu'il y a un champ électromagnétique qui va, on va dire, séparer les espèces, et donc séparer les différents éléments, les différents ions, et du coup, ils vont arriver dans des différents détecteurs qui permettra du coup de différencier un élément d'un autre. Suivant s'ils sont plus lourds ou moins lourds. Exactement. Et ou plus ou moins chargé du moins. Et voilà, donc plus ou moins lourd. Et c'est ça l'idée. Du coup, ils vont creuser à différents endroits. Ils vont comparer ce qu'est l'appareil russe que je connais pas du tout à l'appareil européen. Euh, et du coup, la difficulté, enfin, ça c'est déjà très difficile à mettre en place, mais une des difficultés, c'est du coup entre le moment où tu drilles, où tu creuses, où tu fores, pardon, et le moment où tu enlèves l'échantillon et que tu le mets dans ton four, il Oui. ne faut pas que tu perdes de trop, ou si tu perds, il faut que tu sois capable de savoir combien tu as perdu. Euh, du coup, voilà, il y a plein de problèmes thermiques Ah pour ouais, pas non, ça chauffer c'est pas l'échantillon cool. quand tu creuses, parce que forcément, ça frotte, ça chauffe l'échantillon, et j'imagine que le forêt est très intelligent pour, euh, pour éviter tous ces problèmes, ou J'en les ai minimiser. entendu parler, c'est un collègue qui travaille sur le contrôle thermique de cet instrument et c'est un sacré challenge, hein. Sacré challenge, vraiment.
Donc, ah oui, 25 Fourier. Mais non, mais ben voilà, du coup, c'est Prospect. Et voilà, ça vole bientôt. Donc, ça, c'est vraiment du vrai flight hardware. Du 2025. 2025, il me semble, ouais. Hmm. Il y a une remarque de Eswak qui nous dit: c'est rigolo quand même cette façon de présenter les choses, Alexandre. On ne produit pas vraiment de l'oxygène, on produit surtout du métal, du monoxyde de carbone ou de l'hydrogène. L'oxygène, dans tous ces procédés, c'est le déchet, on en aura tellement qu'on jettera. Bah, je sais pas si on en aura tellement qu'on jettera, mais comme l'oxygène, c'est vraiment un élément important de ton carburant de fusée, que ce soit pour combiner avec du méthane, que ce soit pour combiner avec de l'hydrogène, tu as différents carburants qui existent, tu as toujours un composé comburant qui est l'oxygène, et, euh, et je pense pas qu'on en aura de trop, même si c'est vrai que dans tous ces procédés, bah oui, c'est ce que s'extrait, donc Hmm. toute une question de point de vue, mais pour tous les procédés que j'ai présentés, c'est vraiment le- voilà, ce qu'on cherche à extraire le plus, quoi. Ouais, bien sûr. Intéressant. Une discussion très Et intéressante. du coup, ensuite, on parle de... Ah voilà, donc là, on parle de milligrammes, pardon, de milligrammes de matériaux qu'on va extraire. Hmm. Et comment on passe de milligrammes Oui, il faut bien à... comprendre que Prospect, en tout cas cette expérience-là, c'est pas du tout pour faire de l'ISRU. Pas du tout. C'est juste pour, D'ailleurs, c'est juste pour tester qu'est-ce qu'il y a dans le sol lunaire et surtout en profondeur. Vraiment pour mais comprendre la concentration de tel et tel matériau. c'est bien que tu dises ça, parce qu'il y aura une expérience ISRU sur Prospect. D'accord. Il y aura donc un des petits réacteurs, en principe, hein, je ne sais pas si c'est validé à 100%, mais aura une petite source, enfin, donc dans le laboratoire, il y aura une petite source d'hydrogène, et en principe, ils pourront faire une petite réduction à l'hydrogène d'un des échantillons. Et Ok. c'est une collègue de Open University en Angleterre, Anna Sergent, qui travaille là-dessus, et qui a d'ailleurs eu accès à des échantillons d'Apollo pour tester le procédé. Donc on parlait tout à l'heure du manque d'accès aux échantillons d'Apollo pour faire des procédés destructifs, comme l'ISRU. Et la construction n'a jamais eu accès parce que c'est pas, on est encore trop loin, on va dire, d'un setup où on a besoin d'échantillons d'Apollo. Ouais. Mais pour là, comme on est déjà au modèle de vol, enfin, sur ce qu'on Mm. voit là, c'est exactement ce qu'il va voler, on a un niveau de maturité assez avancé pour pouvoir demander des échantillons d'Apollo. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'ils ont donné du coup enfin, prêté à Anna. Du coup, c'est un échantillon d'Apollo 11 et un autre de Apollo 17, je crois. Et ils sont, ils Et sont détruits, ceux-là ou ils... donc, du coup, ils ont été partiellement réduits avec le procédé d'hydrogène. Ils ont pu mesurer, ils ont pu faire un peu de microscopie dessus pour voir un peu ce qui avait été atteint par l'hydrogène. Je crois que la publication, je ne sais plus si elle est sortie ou pas, mais elle devrait sortir bientôt sinon. Et, euh, et l'idée, c'est que après les échantillons, j'imagine qu'elle a dû les renvoyer à la NASA. Euh, je, ouais, je sais pas, mais je Ok. pense Il y a même partiellement détruit, il a dû sûrement dû les renvoyer. ouais, ouais. Une question de Agua qui nous dit l'idée c'est de comparer du coup les propriétés chimiques de la régolithe en profondeur de celles à la surface, c'est ça? Du coup, pas les propriétés chimiques de la rigolite elle-même, mais plutôt les composés volatiles qui sont, qui sont implantés à la surface. Donc des matériaux ouais, on va dire, qui sont rajoutés au-dessus de la régolithe. Euh, Hmm. En fait, comprendre un peu enfin, qu'est-ce qu'on trouve couche par couche dans la régolithe, quoi. c'est ça, Sous un mètre, quoi. Faire une espèce de carotte. exactement. Parce qu'au final, on pense que bah voilà, enfin, l'idée de base, c'est bien sûr, il y a plus de trucs en haut parce que ça vient d'être apporté par le soleil. Mais peut-être qu'en fait, qu'il y a un phénomène qu'on appelle de gardening, de jardinage, qui fait qu'avec tout l'impact des micrométéorites, il y a il y a des événements qui sont passés il y a longtemps, qui ont été enfouis à cause des bombardements, qui ont retourné la régolithe, etc. Et du coup, il y a des informations très importantes aussi sous terre qui ont été préservées. Et, euh, et c'est ça qu'ils vont essayer de comprendre plus que la composition de la régolithe elle-même, c'est tous les éléments, voilà, ce qu'on appelle les volatiles, donc ce qui a été implanté après par des événements, bah, tous les événements qu'il y a pu avoir dans le système solaire depuis 3 milliards d'années, quoi. Donc ça fait quand même Hmm. pas mal. Donc, Et les résultats intéressants et qui relient à l'ISRU, c'est aussi de comprendre
est-ce que, enfin, le taux de concentration en eau ou en d'autres éléments, parce qu'aujourd'hui on spécule beaucoup sur cette eau fameuse, et c'est pour ça que cette mission va au pôle sud, c'est de savoir, l'eau, oui, mais combien, tu vois. Exactement. Et c'est ça la clé aussi, c'est que donc là, j'ai présenté après des concepts d'extraction d'eau à grande échelle. Et les gens ne travaillent pas là-dessus encore, j'ai envie de dire, parce que pour nous, la première étape, c'est d'abord, on a prospect, on veut savoir est-ce qu'il y a enfin, elle est comment cette eau, dans quelle quantité, et ensuite peut-être s'il y a la preuve irréfutable qu'il y a une quantité d'eau suffisante pour alimenter potentiellement des missions spatiales, enfin pour aider le développement de l'exploration. Euh, voilà, en fournissant de l'eau pour life support, donc pour le support de vie, pour le refaire le plein de ta fusée. Bah là, dans ce cas, il y aura sûrement peut-être des développements en Europe. Hmm. Pour l'instant, pour nous, la première étape, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de spéculer de trop sur l'eau et qu'en fait, peut-être que ce sera peut-être pas exploitable, peut-être qu'elle n'est pas là autant qu'on le pensait, et peut-être qu'elle n'est pas atteignable parce qu'aller chercher l'eau dans les cratères, on va y venir là juste après. Euh, on parle de l'eau, la plus grosse quantité doit se trouver dans les cratères qui ne voient jamais le soleil. Donc au pôle sud, il y a des endroits où c'est tout le temps illuminé, en haut des cratères, et des endroits qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis 3,5 milliards d'années. Et, euh, et du coup, c'est là que se serait accumulée toute la glace, ou la plus grosse quantité en tout cas, euh, à cause des astéroïdes et des comètes. Simplement parce que si quelque chose tombe, n'importe quoi, à cet endroit-là, Il fait ça ne tellement va pas se froid que... polariser. Hmm. Il n'y aura pas de cycles thermiques qui vont chauffer la régolithe. Et au final, ça va rester tout le temps dans ces cratères piégés. Hmm. Et du coup, il y a le Colorado School of Mines, donc l'école du mine Colorado, j'en parlais parce qu'ils ont un master sur l'ISRU justement, qui travaille sur des concepts d'extraction de glace. Donc là, c'est une image qu'ils ont faite, mais après, j'ai trouvé une meilleure image qui représente à peu près la même chose. C'est qu'en fait, on peut, en principe, bon là, on parle de grande échelle d'ISRU, c'est encore pour moi un peu fantaisiste, mais on va dire, faut avoir cette vision peut-être, et après revenir à quelque chose de peut-être de plus accessible. Mais si tu as des miroirs là où tu as tout le temps du soleil, donc au bord des cratères, tu peux en principe chauffer, mettre des dômes euh, à la surface, et dans ce cas, qui emprisonnerait la vapeur d'eau quand tu chauffes avec ton énergie solaire. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte dans ces études qu'en fait, donc une fois que l'eau se vaporise, ils ont une sorte de condenseur ici. Donc l'eau se serait transformée refroidie ici, de nouveau, en phase liquide ou en phase solide, Ouais. euh, pour ensuite être transportée à la base. Là, on est sous un cratère. Là, on est dans un cratère, là. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, quand tu mets un dôme au-dessus de la régolithe et que tu chauffes, Ouais. bah, la vapeur d'eau, elle monte pas. En fait, comme tu as du vide en dessous aussi, Bah oui. euh, la vapeur d'eau s'en va dans les profondeurs de la Lune et, il y aura une très faible partie qui pourra être Ouais. condensée. Oui, il Au n'y a pas final, de convection, hein. Donc, il y a pas les histoires de masse de gaz chaud, gaz froid qui montent ou qui descendent, quoi. bah voilà, du coup, ce sera vraiment que bah, là où il y a du vide, quoi, enfin, qui fera appel d'air au final et qui va du coup aspirer toute ta vapeur d'eau. Hmm. Puisque tu vas vite créer une atmosphère dans ce dôme-là, et au final, en Dès que tu dessous, vas être en surpression et du coup, tu vas avoir le gaz qui va aller vers les endroits de basse pression et donc dans le sol, quoi. exactement, parce que dans le sol, même entre tes grains, bah, en principe, ça reste du vide. Donc, Ah ouais. et Ouais, bien j'avais sûr, jamais pensé à ça et pourtant c'est logique. bah, ils s'en sont rendus compte il n'y a pas trop longtemps, parce qu'au final, il y a beaucoup de concepts comme ça, mais au final, bah, ils se sont rendus compte avec des modèles que bah, ça ne marchait pas, quoi. Mais enfin, il faut Ah. bien commencer quelque part, et je suis sûr qu'ils trouveront une autre idée. Mais, euh, mais Après, voilà, pour l'instant, s'il y a autre chose qui marche pas dans cette slide, c'est le petit astronaute en combinaison dans un cratère. À mon bah, avis, c'est pas pour demain, ça non plus. il est chauffé à la lumière du soleil, tu vois. Oui, 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 d'accord. Faut bien qu'il reste là, hein. S'il met un pas dehors, il est foutu, hein. Ouais, non, Il bah perd oui, un pied en 2 secondes. c'est ça. Mais bon,
c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai bien vu que c'est des concepts, c'est des idées comment on pourrait extraire à grande échelle. Parce que le problème, c'est que avoir un rover ou à la surface avec un fil qui descend, en fait, ton fil il serait tellement long parce que c'est des kilomètres. Hein, Hmm. je crois que c'est Bérengère qui a dit la dernière fois que le relief, c'est des kilomètres de montagne et des kilomètres de profondeur aussi, quoi. Hmm. Donc c'est pas aussi facile que descendre une colline et aller chercher de l'eau, quoi. Si, à Edendal, il fait plus froid que. Si, il fait beaucoup plus froid que dans une éclipse solaire sur la Terre parce que c'est du. Si, il y a 40 Kelvin dans un cratère. Hein. Donc, en éclipse terrestre, t'es à 100. Attends, moins 160, moins 150 degrés Celsius, un truc comme ça. Parce qu'en fait, en éclipse terrestre, t'as l'infrarouge de la Terre qui te chauffe tout le temps. Donc t'as toujours un flux thermique qui te maintient un petit peu. Euh, ah oui, et donc ça me faisait tiquer ton truc. Donc c'est intéressant. C'était intéressant de voir ces concepts-là parce qu'on a travaillé, et je dis on parce qu'il y a des gens sur le chat qui ont fait le projet SEEDS aussi. On a des gens qui ont fait le projet SEEDS 10 avec moi et SEEDS 11 avec il y a Ezwak qui est là. Et donc c'est très. C'est intéressant que tu as mentionné aussi l'histoire du grand câble. On avait ça dans notre concept avec non pas aller au fond du cratère, mais miner sur la pente pour pas justement aller tout au fond, diminuer la longueur du câble. Mais notre concept s'appuyait aussi sur l'évaporation de l'eau, de la glace, quand le rover remontait à la surface. Et du coup, la régolithe était exposée au soleil et là, le gaz se sublimait. Mais en fait, ce qu'il faudrait... je dirais presque que ça se trouve, c'est faisable, sauf si tu as un volume assez réduit. Si tu peux, comment dire, tu vas avoir une surpression à l'intérieur de ton rover, et comme tu as un vide parfait à l'extérieur, tu peux potentiellement, avec un jeu de pression, orienter ton gaz vers l'extérieur, tu vois. Parce En que principe, si là, dans le dôme, ça marche pas. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as un vide quasi infini aussi dans la surface lunaire, tu vois. Mais si tu arrives à prendre une pelletée de régolithe, de la mettre dans un espace confiné, le gaz, il a nulle part où aller ailleurs qu'en dehors de ton truc, quoi. si tu arrives à confiner la régolithe, je suis entièrement d'accord. Ouais, Mais dans ce cas, c'est-à-dire qu'il te faut une machine pour creuser, c'est et on ça. va y venir juste après, justement, quand je parle de l'hélium. Mais c'est un des éléments clés aussi de l'ISRU. C'est, bon, j'ai spoilé un petit peu, mais c'est tout l'aspect excavation, euh, creuser, miner, qui, qu'on a tendance à un peu simplifier des fois, alors que c'est un gros, gros sujet de... Enfin voilà, j'en parlerai un peu plus après. Là, on va passer juste à l'hélium. Et j'allais juste rebondir sur la remarque d'Ezwak qui dit faut des méga pompes pour faire le vide dans ton dôme. Mais non, parce que le vide, il est absolument parfait en dehors du dôme. Ouais, Tu peux pas t'arriveras pomper pas plus que à... parfait, quoi. C'est pas possible. Et dans la régolithe, comment tu pompes un gaz qui est dans la régolithe si jamais t'as du vide parfait à l'extérieur? C'est impossible. Ton delta de pression, c'est minime de minime, quoi. T'as rien. C'est impossible. Le vide spatial, ce sera compliqué. Enfin, même si c'est pas un vide spatial, mais quand même, le vide lunaire est quand même Il est très bon. difficile à battre. Ouais. Non, mais tu peux continuer. Je voulais juste Ok. rebondir là-dessus. Bah, du coup, on arrive. J'ai vu une question la semaine dernière sur Helium 3. C'est une vraie question qui me revient assez souvent, parce que j'aborde rarement. Pourquoi, je vais expliquer un peu après. Donc, juste pour l'hélium 3, juste rappeler pourquoi c'est intéressant. Alors, je ne suis pas du tout physicien nucléaire, mais du coup, un des gros intérêts de l'hélium 3, c'est pour la fusion nucléaire. Donc, la fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au niveau du Soleil. Le Soleil, avec la gravité, il force des particules qui ne sont pas censées être ensemble à être ensemble, et ça forme d'autres éléments, et ça relâche de l'énergie. Et pour le Soleil, c'est une boucle fermée, donc ça se décompose, ça se recompose, ça se relâche d'énergie, et ainsi de suite. De manière très simplifiée. Et l'idée, c'est qu'on peut faire ça aussi, on essaie de faire ça sur Terre aussi, pour avoir une énergie quasi infinie, euh, et peu dangereuse au final. C'est juste que ça demande beaucoup d'énergie pour au final, après, avoir un gain encore plus grand. Et on va y venir après sur les projets qui existent.
sur un projet qui existe en tout cas. Et on va dire la fusion nucléaire de base, elle essaye de se faire à partir de deutérium et de tritium. Donc, deutérium et tritium, ce sont deux isotopes d'hydrogène. Le problème, c'est que le tritium, il est radioactif. Mais en principe, si on les force à se mettre ensemble, on peut avoir relâché un neutron, de l'hélium 4, donc de l'hélium classique, et un isotope classique, et de l'énergie en grande quantité. Et l'avantage de l'hélium 3, c'est que donc on pourra avoir le deutérium toujours, le deutérium ça se trouve sur Terre, il n'y a pas de problème. On pourra avoir de l'hélium 3, qui est un isotope spécial de l'hélium qui n'est pas radioactif, et qui, en principe, se trouve en grande quantité, peut-être sur la Lune. Et on pourrait faire la fusion nucléaire de la même manière, et relâcher de l'hydrogène et de l'hélium, et beaucoup d'énergie aussi, même plus d'énergie encore qu'avec le tritium. Et du coup, ce serait, on va dire, la fusion nucléaire, on va dire, presque ultime, puisqu'il n'y aurait pas de déchets radioactifs, enfin, c'est pas un déchet, mais il n'y aurait pas d'utilisation de produits radioactifs, et on pourrait avoir accès à une très grande quantité d'énergie. Et pourquoi on s'intéresse à la Lune? Parce que l'hélium 3, en fait, on en a sur Terre aussi, c'est juste qu'il y en a très peu, et c'est quelque chose, je crois que c'est plusieurs millions d'euros le kilo, enfin, c'est assez impressionnant, et c'est peut-être un frein pour avoir cette utilisation de l'hélium 3 pour la fusion nucléaire. Je crois que l'hélium 3 aussi, alors je voulais te demander d'ailleurs, Corentin, parce que j'ai cru entendre que ça serait utilisé aussi pour des super refroidisseurs. Tout à fait. En fait, on utilise dans les machines cryogéniques. Donc on a... Oh là, tu m'as lancé sur un truc là, je suis content. Moi, j'y connais rien, donc vas-y. Donc les machines cryo qui opèrent, donc elles sont étagées aussi. On a différents types de technologies. Les machines cryo à gaz pulsé et Stirling qui sont utilisées donc de température ambiante pour descendre jusqu'à environ 20 Kelvin ou 30 Kelvin, 20 Kelvin, 15 Kelvin. Il y a de l'hélium à l'intérieur, mais c'est de l'hélium classique, hélium pur. Et après, en dessous de ça, tu as des technologies, donc Joule Thomson, ça c'est avec du néon. Et puis pour atteindre en fait les températures très basses, genre en dessous de 4 Kelvin, voire en dessous de 1 Kelvin, ouais, c'est ça. Entre 4 et 1 Kelvin, tu peux utiliser soit du Joule Thomson néon, mais aussi souvent ce qu'on utilise, c'est de la... comment dire, des petits refroidisseurs qui basés sur hélium 4, hélium 3 et qui utilisent du coup je vais te dire des bêtises, mais j'allais dire l'enthalpie, je pense, du point triple de l'hélium 3 qui permet de refroidir à balle et d'avoir un hélium 3 gazeux à 1K ou un truc comme ça. Je dis sûrement de la grosse bêtise pour les valeurs exactes, mais en gros, oui, on utilise hélium 3 et hélium 4 pour des machines cryo très froides. Parce que du coup, le gros business case de l'hélium 3, c'est d'abord pour le refroidissement, si j'ai bien compris, avant la fusion, parce que le problème de la fusion nucléaire, c'est que aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, on ne sait pas le faire d'une manière où, disons qu'on le donne, on arrive à le faire, je pense, en donnant beaucoup d'énergie, mais l'énergie qu'on gagne en retour est toujours inférieure à ce qu'on produit, à ce qu'on implique. Donc au final, c'est pas gagnant. Mais c'est peut-être mais du coup, il y a un gros projet en France qui s'appelle ITER, qui est un gros projet international. Il y a vraiment tous les pays qui participent, qui est en train de construire. Donc je crois que c'était prévu la fin pour, je dirais une bêtise, mais 2035 peut-être, quelque chose comme ça. Oui, alors on va peut-être pas se prononcer sur des dates pour ITER parce que c'est dans 10 ans. C'est dans 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que c'est dans 10 ans, et puis ça fait 20 ans que c'est dans 10 ans, et ça fait 30 ans que c'est dans 10 ans. Donc là tu vois, j'ai dit 15 ans, donc je vais être un peu de marge. Mais disons que du coup, l'idée, c'est de créer un grand champ magnétique, si j'ai bien compris, pour remplacer remplacer, on va dire, appliquer cette force aux éléments pour les forcer à fusionner et après récupérer l'énergie d'une manière dont j'ignore, mais peut-être avec des turbines comme du nucléaire à fission, je ne sais pas. Mais l'idée, du coup, c'est d'avoir une preuve que tu peux avoir de l'énergie avec la fusion nucléaire. Mais c'est encore à l'état de recherche, et même si c'est un très très gros projet,
pour l'instant, bah, si tu amènes de l'hélium-3 à ces gens-là, ils vont pas trop savoir quoi en faire, simplement parce que la technologie n'existe pas encore. Et c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est un peu, on va dire, la licorne, un peu, voilà, on va aller sur la Lune tous pour éliminer l'hélium-3, alors que l'hélium-3, pour l'instant, il y en a déjà sur Terre si on en veut, et la fusion nucléaire n'existe pas encore. Donc voilà, l'hélium-3, ça vient des vents solaires qui traversent et qui se déposent sur la Lune, et du coup, c'est pour ça qu'il y aurait plus d'hélium-3 sur la Lune que sur Terre, par exemple. On nous dit 2025 pour le premier plasma. Maintenant, le premier plasma est prévu pour 2028. Bah, tu vois, il a pris 3 ans de retard en espace de un message sur le chat. C'est fou. Hein. avec un retard quasiment garanti de 3 ans de plus. Voilà, 6 ans de retard en 2 secondes. Des beaux projets. Mais bon, enfin, pour les retards, je peux pas un peu trop parler parce que dans le spatial. Oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, pour moi, la recherche sur la fusion nucléaire justifie tous les retards du monde. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas une obligation de. Je sais pas comment dire. Pour moi, si on prouve que ça marche un jour ou l'autre, bah, c'est bonus, tu vois. Que ce soit maintenant ou en 2050, on s'en fout. C'est vrai, ce sera toujours valable, c'est sûr. Ce sera pas une technologie désuète aussi vite. Et du coup, là, j'arrive au point aussi, on va dire, point noir du ménage d'hélium ou du minage, enfin de l'extraction d'hélium ou de n'importe quel matériau qui. Donc l'hélium, c'est un volatile, l'hélium-3, donc il va y en avoir un petit peu partout en surface, peut-être aussi peut-être un mètre de fond, parce qu'on en trouvera peut-être avec Prospect. Je sais pas si c'est des isotopes qui peuvent être détectés. Mais et Prospect peut les détecter, ces isotopes-là? Je sais pas du coup, je sais pas s'il peut détecter l'hélium-3. C'est pas sa mission principale, mais peut-être qu'il peut, je sais pas, je demanderai. Mais le problème, c'est qu'il va falloir creuser et transporter des tonnes de régolithes, parce qu'au final, il n'y aura qu'une faible quantité partout sur la Lune. Donc la surface de la Lune, c'est à peu près la taille de l'Afrique. Et ah ouais, dans un milieu très poussiéreux, on peut le dire, donc avec cette fine dust. Et quand on parle du coup aux industries minières avec qui on est en contact, parce que c'est eux qui ont l'expertise depuis des centaines d'années, comment extraire des matériaux, quand ils voient nos designs, nos concepts de robots ou juste nos plans voilà, on va je sais pas, creuser sur un terrain de foot pour avoir X quantité de régolithes ou de hélium-3. En fait, ils rigolent parce qu'ils se rendent bien compte qu'on est très loin du terrain où, quand tu as des machines dans du sable, les machines elles se bloquent, elles cassent tout le temps. Bien sûr. Il faut une maintenance permanente. Non, mais en fait, si tu veux, pour moi, ça, c'est des projets tu peux pas commencer ton exploration lunaire par ça. C'est des projets qui sont intéressants pour des applications et des marchés futurs, dans un cadre où tu as déjà la possibilité d'avoir des astronautes à la surface de manière permanente. Ça n'est pas viable. Personne paiera pour mettre en place une extraction minière de cet ordre de grandeur-là en partant de rien. C'est pas possible. Ça va se faire petit à petit. Voilà, mais tu as des startups qui, quand même, essayent, surtout aux États-Unis, qui essayent justement d'avoir un business case autour de l'hélium-3, quoi. Et ces procédés d'extraction, les limites de l'extraction, c'est aussi un problème quand on parle d'hydrogène, quand on parle des procédés par exemple à l'hydrogène ou au méthane dont j'ai parlé, parce que même pour extraire l'oxygène de la régolithe, il faut quand même creuser beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, on se rend compte que faut minimiser au maximum l'aspect extraction de matériaux. Faut extraire un maximum pour chaque pelleté de régolithe. On extrait le maximum, quoi. C'est là où les missions comme Prospect ont un intérêt majeur, parce que du coup, connaître, en fait, ta donnée clé, c'est la concentration. C'est savoir combien tu as de pourcentage dans la masse. Pour l'eau et pour l'hélium, oui. Pour l'oxygène de la régolithe, c'est le procédé en lui-même. Pour l'oxygène, on sait qu'on en a... On sait qu'on en a 40%. L'idée, c'est que si tu en processes 1 kg, il faut absolument que tu aies 400 grammes d'oxygène, quoi. Donc... c'est intéressant. Et voilà. Et du coup, là, je vois pelleter l'astronaute, mais c'est vrai qu'en fait, au final, on se rend compte qu'un astronaute, il peut faire des pelletés assez rapidement par rapport à n'importe quel rover, etc. Et je ne sais pas si les astronautes seront mis à contribution pour certains procédés, mais
mais on en parle, oui, parce qu'au final, avoir une machine qui creuse, qui fait des allers-retours, c'est c'est pas si facile que ça. Bah, quand tu y penses, tu vois, les missions Apollo, elles ont ramené quand même pas mal de kilogrammes juste à la bout de bras, quoi, à l'huile de coude, hein. Bah oui, 350 kilos, c'était ouais, c'était que. Bon, ils avaient une Jeep quand même, mais je sais pas si les rigolites Je sais étaient pas mises s'ils dessus. transportaient la régolite sur la Jeep. Je Si? sais pas. J'ai pas eu de vidéo avec des sacs de rigolites sur la Jeep, mais peut-être. Je ne sais pas. Non, mais c'est clair, ouais. Mais en tout cas, en termes de profil d'astronaute, à mon avis, les géologues, très intéressant. Le dernier astronaute était un géologue. Tout à fait. Le dernier astronaute, pardon, qui est allé sur la Lune. Euh, j'ai oublié son nom maintenant, évidemment, mais Charlie Duke? Non, c'est pas lui. non, non, Charlie Duke, c'est celui avec la photo avec toute la poussière, je crois. Non, ça c'était Jonas Arnaud. J'ai Non, oublié son non, nom. bon, enfin, bon, Euh, Bah, le chat, ils le savent. Le chat, ils le savent. Ils le savent toutes et tous. c'est pas Astronaute, Postulis. Apollo 17, géologue. Harrison Schmitt, bien sûr. Ouais, Harrison Schmitt, qui est toujours actif. Du coup, lui, il est très très actif pour Helium 3. Et lui, à chaque conférence, il est toujours à fond pour l'extraction de l'hélium 3. Ok. Mais ouais, c'est très intéressant Harrison Schmitt parce que les autres profils des astronautes d'Apollo, c'était principalement militaires. Ouais, Et du coup, comment dire, quand ils étaient sur place, ils savaient pas identifier si un caillou était intéressant ou pas, géologiquement, quoi, pour la recherche. Alors que Harrison Schmitt, quand il est arrivé, bah, lui, il avait l'œil, il était entraîné, il savait détecter les, les bons cailloux des mauvais cailloux. bah, c'est ça exactement. Bah, voilà, c'est là, enfin, c'est tout la clé de on va dire, l'autonomie des astronautes sur bah, quand on va aller loin, c'est qu'il va falloir envoyer voilà, des gens qui savent reconnaître ou qui savent faire, parce que bah, si on veut être autonome sur la Lune, il va falloir ou sur Mars plus tard. Sur la Lune encore, on peut être en téléopération, mais sur Mars, avec les 20 minutes de décalage minimum, 40 minutes d'ailleurs, aller-retour, Mm. euh, ce ne sera pas possible. Donc, on voit bien cette évolution dans le profil des astronautes. D'abord les pilotes et les militaires, et après des professions plus spécialisées. Mais enfin, en tout cas, moi, je suis intimement convaincu, je sais pas ce que tu en penses, mais vu comment dire, la complexité des opérations qu'on s'apprête à réaliser sur la Lune, c'est indispensable d'avoir des humains. Tu ne pourras pas tout faire qu'avec des robots. Ou alors tu vas faire ça, mais en beaucoup moins de temps, quoi. C'est beaucoup plus rapide avec des humains. C'est beaucoup plus rapide, mais d'un autre côté, tous les efforts que tu donnes à faire des supports de vie, des fusées qui sont sûres pour les astronautes, etc., c'est pas les mêmes contraintes au niveau. Et du coup, tous Ouais. ces efforts-là, si tu les mets dans des petits rovers, des petits démonstrateurs, je sais Ouais, pas qui est-ce mais qui t'arriveras pas au niveau de. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais, enfin, je sais pas, un exemple concret, c'est la sonde InSight sur Mars qui arrive pas à s'enfoncer depuis 1 an et demi, tu vois. La sonde de température qui cherche juste à creuser. Et ben rien que pour ça, elle n'y arrive pas, tu vois. Et je suis en mode, un astronaute, il aurait pris une après-midi pour le faire, tu vois. Et enfin, parce qu'on dit ça coûte moins cher en support vie, etc. Mais t'as 1 an et demi d'opération d'un truc qui fonctionne pas, ça coûte cher aussi, hein. c'est vrai. Non, mais Donc, bah, moi, je suis un fervent avocat de l'exploration habitée et j'en suis sûr, sûr et certain que c'est complémentaire. je suis d'accord que c'est complémentaire, mais euh, voilà, il faut les deux, je pense. Et avoir tout robot ou tout humain, c'est pas. Il faut que les deux, faut prendre les bons côtés des deux. Hmm. Donc le robot prend des risques, l'humain est peut-être plus agile, plus efficace, mais le robot, tu peux te permettre des trucs que tu ferais pas avec des humains. Donc, Ouais. Mais comme le dit Ezouak, tu vois, alors la phrase est ambiguë parce qu'il dit moi, je pense qu'on a besoin de personne. Pour une raison simple, on ne sait pas comment les machines vont casser et faudra les maintenir et du coup il faut un outil de maintenance versatile. Et quand il dit on a besoin de personnes, c'est on aura besoin d'astronautes. Mais sous-entendu des personnes. oui, mais Euh, Personnes mais avec un c'est là, S, ouais, c'est ça. pour tout ce qui est grande échelle, je suis bien d'accord, mais pour tout ce qui est science, envoyer quelque chose pour prospect,
enfin, tu peux envoyer 10 prospects, tu seras toujours loin d'une mission, tu auras beaucoup plus de connaissances sur la composition de ton eau autour de tes cratères que si tu envoies une mission d'astronaute qui coûtera peut-être plus cher. Enfin, après, c'est difficile avec tous les chiffres, etc., de Ah savoir. oui, oui, parce que pour ta mission d'astronaute, si tu veux les mêmes données que ce prospect, tu aurais sûrement besoin d'envoyer aussi un spectromètre de masse, etc., etc. Mais, Et puis aussi, il faut que tu atterrisses dans différentes locations qui seront peut-être juste intéressantes pour un échantillon. Donc, mais tu vois l'intérêt. Par exemple, parce que prospect, il va miner qu'à un seul endroit, alors qu'un astronaute, il peut te rapporter des échantillons de plusieurs endroits, on peut comparer. c'est un rover. Un prospect, c'est pas un rover. Non, mais tu mets prospect sur un rover. Ouais. 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 Mais bon, il y a des bons côtés des deux, mais voilà. On continue? Ouais, je voulais juste. Je t'enverrai peut-être j'ai écrit un petit texte, c'est en lien avec ce qui arrive d'ailleurs. J'ai écrit un petit texte aujourd'hui sur pourquoi je pense qu'un habitat lunaire c'est utile. Et c'est dans la stratégie ESA parce qu'on a fait un petit. Tu sais, il y a c'est public ça, le lander EL3 Ouais. européen qui cherchait des idées Ouais. pour des charges utiles. Et avec des YGT, on s'est associé. On a fait un petit concept vite fait d'habitat lunaire. Et dans Très le bien. proposal, c'est mis décrivez pourquoi votre projet s'inscrit dans la stratégie de l'ESA. J'ai sorti un pavé comme ça. J'ai mis tout mon cœur, tu vois. J'étais en mode oh, c'est trop bien et tout. Vous allez voir, avec les astronautes, on peut faire plein de trucs. Je t'enverrai ça. Je verrai si on veut le lire. Je vous l'enverrai aussi. Très bien. Eh ben, je suis curieux Ok. de voir ton essai sur pourquoi il faut voilà, des astronautes tout de suite. Links-le sur le Discord. Je mettrai sur le Discord, ouais, si vous voulez. Je mettrai. D'ailleurs, le Discord, pour celles et ceux qui veulent venir, vous savez où c'est maintenant. Hein. Hop. Alors là, on va faire. Oh punaise, c'est exceptionnel, mais on va faire une 4e partie parce que c'est trop intéressant. Salut YouTube, dans un instant, l'économie lunaire.